Bonsoir et merci de votre fidélité. Mandat unique pour le président de la République, modification de la structure de la Cour constitutionnelle, revue du mode de désignation des présidents de la Cour suprême et de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, restructuration du Conseil supérieur de la magistrature et promotion d'une justice véritablement indépendante. Voilà quelques-uns des axes des réformes institutionnelles annoncées par le nouveau président de la République, ce qui conduirait inévitablement à une révision de la Constitution du 11 décembre 1990 via certainement un référendum. Pour décrypter et analyser les contours de ces réformes, nous avons sur ce plateau ce soir, à commencer par ma gauche, le professeur Ibrahim Salami, qu'on ne présente plus, agrégé de droit public, avocat enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Marat. Après lui, monsieur Nathanaël Kitty, juriste, politiste. J'avoue que j'apprends beaucoup de choses. Enseignant-chercheur à l'UAC, j'ai failli dire politologue. Politiste, vous avez dit. Bonsoir, monsieur Kitty. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et à ma droite, monsieur Nouroudine Sakasalé, juriste et conseiller spécial du président Abdoulaye Biocane. Bonsoir, monsieur Nouroudine. Bonsoir, monsieur Marat. Bonsoir, chers invités, une fois encore, et merci de répondre à notre invitation. Et la première question que j'ai envie de vous poser à vous tous, c'est de savoir, mais à la sortie de la conférence nationale, le constitutionnaliste a cru devoir accorder un certain nombre de pouvoirs parce qu'on avait fait l'option d'un régime présidentiel. Vous allez peut-être me rectifier si je dis des bêtises. Un régime présidentiel avec des pouvoirs du chef de l'État consacrés par les articles 41, 54 et bien d'autres pour le chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans pour qu'on veuille faire des réformes institutionnelles qui, visiblement, affaiblissent les pouvoirs du président? Quand j'ai lu le document, le projet de société de M. Talon, le président aujourd'hui, je constate que les réformes qu'il annonce visent essentiellement à réduire les pouvoirs du chef de l'État. Monsieur le professeur Salami. Oui, monsieur Marat, je vous remercie. Je crois d'abord que notre constitution, la constitution du 11 décembre 1990, il faut le dire, est une bonne constitution. Il faut le dire d'emblée que c'est une très bonne constitution qui nous a garanti la stabilité politique, la stabilité constitutionnelle et la stabilité institutionnelle. C'est la première constitution qui vit aussi longtemps dans ce pays, plus de 25 ans. Et il est normal qu'au bout de 25 ans, qu'on fasse le bilan, qu'on voit ce qui a marché, ce qui a moins marché et qu'on en tire les conséquences. Mais je dois dire que la constitution béninoise, elle est bonne, elle n'est pas parfaite. Peut-être a-t-elle souffert aussi de la malédiction, de l'impossibilité de la révision. C'est-à-dire qu'on a tellement pris des précautions pour ne pas la réviser parce qu'on a peur que cela conduise à instaurer un troisième mandat qu'on n'a pas voulu, on n'a pas pu la réviser. Et donc, 25 ans après, il y a lieu de faire un bilan. La vraie question, et vous la posez, c'est de savoir, en ce qui concerne le chef de l'État, dans un régime présidentiel, c'est un pouvoir fort, non pas un pouvoir qui domine tous les autres, mais c'est un pouvoir fort. Est-ce qu'on peut lui retirer un certain nombre de pouvoirs sans l'affaiblir? Et si on l'affaiblit, est-ce qu'on ne remet pas en cause le régime présidentiel? Ça, c'est des questions fondamentales, mais avant d'y répondre, il faut qu'on sache d'abord que le projet que nous avons du candidat Talon, ça peut ne pas être le projet du président Talon. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il a proposé comme projet, ensuite, il y a eu la coalition de la rupture, et puis lui-même, venant au pouvoir face à la réalité du pouvoir, peut procéder à des ajustements. Et donc, c'est sous cette réserve qu'il faut aborder ce qu'il a proposé comme... Je crois qu'après sa déclaration, suite justement à la proclamation des résultats, quand il a reçu la presse, il a réaffirmé cette volonté de procéder justement aux réformes institutionnelles. Oui, il a réaffirmé cette volonté, ça fait partie de son programme, mais jusqu'où il peut y aller, on n'a pas toutes les précisions qu'il faut. Si vous voulez qu'on entre dans le vif du sujet, en ce qui concerne... Peut-être on va faire d'abord le tour de table pour avoir l'avis de chacun. Est-ce que vous pensez, comme le professeur, qu'il est temps de revoir notre Constitution et dans le sens que propose le président Patrice Talon? Je pense qu'il faut le dire avec beaucoup de prudence. D'autant plus que l'héritage que la conférence nationale nous a légué est un héritage riche qui a
permis à notre pays jusqu'à présent d'avoir une stabilité et qui a permis à ceux qui y sont passés de diriger dans la paix et dans la quiétude. Il est bien vrai que l'entreprise n'est pas parfaite. Et avec 25 ans de pratique, il y a des imperfections. Donc, il faut l'améliorer. Il faut améliorer la Constitution. Mais le problème qui se pose, c'est de savoir comment le faire. Comment le faire pour pouvoir préserver cet héritage-là, pour ne pas le défaire, pour ne pas l'affaiblir complètement. Dans ce cadre-là, le candidat, maintenant le président Patrice Talon, propose une série de réformes. C'est bien, c'est normal. Mais il faut analyser ces réformes-là, voir dans quelle mesure les faire pour pouvoir préserver l'essentiel, l'unité nationale, dans le consensus. C'est la tâche à laquelle il doit s'atteler maintenant avec tous ceux qui l'ont soutenu au second tour. Même question, M. Nouroudine. Les réformes sont-elles une urgence aujourd'hui, les réformes institutionnelles annoncées par le président de la République? Je vous remercie, M. Marat. La question est un peu plus vicieuse quand vous la posez dans ce sens-là. Pourquoi elle est vicieuse? Je dirais qu'on serait dans un système institutionnel qui permet, par des petits amendements, de modifier la Constitution, comme c'est le cas dans certaines démocraties, qu'on ne serait plutôt pas aujourd'hui en train de parler d'une révision de la Constitution. Parce qu'il y a certains systèmes institutionnels qui permettent de toucher à des petits articles de la Constitution sans pour autant en modifier ou passer par la voie d'une révision à proprement dit de la Constitution. Il faut dire aussi qu'en matière d'urgence, je peux modestement dire que la Constitution a été à l'épreuve du temps et à l'épreuve de l'évolution de notre système juridique et de nos pratiques démocratiques. Il est clair aujourd'hui que rien que pour un seul élément, c'est-à-dire la non-coercition de notre Constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on estime qu'une personne a méconnu la Constitution ou qu'elle s'est comportée de manière à violer la Constitution, il n'y a pas de possibilité de le contraindre. La Constitution laisse en fait à la conscience de chacun la possibilité de se mettre en conformité avec elle. Je pense qu'il y a cette petite faiblesse tout au moins qu'il faut s'atteler à corriger. Les réformes que propose M. Patrice Talon et sur lesquelles nous sommes en phase au niveau de la coalition ABT, vu que nous avons observé pendant les 10 années l'exercice du pouvoir par les diverses institutions de la République, et nous avons manifestement convenu, et en ça nous sommes en phase avec le projet de révision du désormais président Patrice Talon, il y a forcément des endroits où il faut parfaire. Le projet de révision du président Patrice Talon, si ça peut rassurer un peu chacun, ne touche pas aux éléments fondamentaux de la Constitution. Ce qui a été énuméré de manière succincte porte beaucoup plus sur l'équilibre des pouvoirs entre les institutions de la République. Nous avons convenu que le président avait, c'est vrai que nous sommes dans un régime qui se veut présidentiel, mais l'épreuve du pouvoir, l'épreuve du temps nous amène forcément à nous réadapter et à aller dans le sens d'une modernisation de notre Constitution. Très bien. Et à propos justement d'équilibre entre les institutions, je prends le document que nous avons sous les yeux. Le candidat, avant le président, le candidat a dit, c'était le constat, le diagnostic qu'il a fait pour proposer justement ces réformes, dit le président exerce un pouvoir qui est surpuissant. Il dit même que c'est un pouvoir qui a dominé toutes les autres institutions. Est-ce que vous, qui avez quand même fait des analyses sur le fonctionnement des institutions depuis ces 10 dernières années, vous avez le sentiment que les autres institutions ont été dominées par le pouvoir présidentiel, professeur? Je crois que nous devons faire très attention à une chose. La Constitution est une chose très sérieuse pour être laissée aux seuls politiques. La Constitution béninoise est devenue un bien public. Et les citoyens surveillent toute tentative de révision. Et ils ont raison. Ce qui est intéressant dans le projet du candidat devenu président, c'est qu'il pose un diagnostic. Et il propose des solutions qui vont avec le diagnostic. Il faut que le diagnostic soit vrai pour que les solutions soient adéquates.
Mais alors, il faut mettre l'accent sur une chose, c'est que on voit bien que c'est l'observation des 10 dernières années, et notamment le deuxième quinquennat du président Boni Yayi, qui a conduit à ce diagnostic. Mais moi, je pense que pour faire un diagnostic beaucoup plus complet et global, il faut tenir compte des 25 ans de la Constitution de 1990. Et quand on regarde les 25 ans de la Constitution et la pratique présidentielle, elle n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que le président Soglo, premier chef d'État élu sous la Constitution de 1990, n'a pas exercé la présidence de la République de la même façon que le général Kérékou en 10 ans. Et le président Yaïbo ne l'a pas exercé de la même façon que le général Kérékou en 10 ans. Voilà. Donc, si on tient compte seulement des 10 ans de Yaïboni, ou précisément des 5 dernières années de Yaïboni, on aura faussé le diagnostic. Si le diagnostic est faussé, on aura faussé aussi les solutions qui ont été préconisées. Ouais. C'est ça le plus important. Parce que quand on regarde, le reproche qui a souvent été fait au président Yaïboni, c'était d'avoir l'obsession talent. À tort ou à raison. Il ne faut pas non plus que le président Talon, lui, ait l'obsession Yahi, alors que Yahi ne serait plus au pouvoir. Donc moi, je pense qu'il faut un peu plus de recul dans le diagnostic en tenant compte de ce qui est vraiment considéré comme étant excessif au regard des 25 dernières années pour alors proposer des solutions adéquates. Je pense que c'est très, très important. Donc l'analyse que fait le candidat, je précise bien le candidat Patrice Talon, pas le président actuel, quand il disait que le pouvoir du président était un pouvoir surpuissant, vous n'êtes pas totalement d'accord si l'on considère les 25 ans d'exercice? Non, je ne suis pas totalement d'accord, surtout quand il a dit des choses, on sent que à l'époque, c'était plus l'opposant que le chef de l'État. Maintenant, il est chef de l'État, et je suis sûr que le regard qu'il a sur la fonction peut aussi être et quand il dit le président de la République exerce désormais, ça veut dire que c'est daté, un pouvoir surpuissant qui lui a permis de dominer toutes les autres institutions, de mettre sous son contrôle exclusif. Clairement du président. Je pense que y a un traumatisme qu'il a subi, je m'excuse, hein, il y a un traumatisme qu'il a subi du fait de ce second mandat, et c'est peut-être aussi pour ça que le candidat Talon propose la suppression du second mandat. Je pense que tout ça, il faut l'analyser, il faut aussi canaliser. Justement du candidat, du mandat unique, quelle est votre lecture de cette proposition? Est-ce qu'en 5 ans, vous pensez qu'un président de la République, enfin, il n'a pas dit qu'il faut un mandat de 5 ans, il n'a pas précisé si c'est un septennat ou si c'est un quinquennat, mais un mandat unique, ça vous paraît réaliste au regard de la politique nationale? Je ne sais pas si le professeur veut réagir avant M. Kiti. Je pense que le mandat unique pour le président de la République. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans un traquenard. Quand vous observez ce qui s'est passé tout récemment au Sénégal, ça nous édifie, où le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Il a dit au peuple sénégalais qu'il allait faire un mandat de 5 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a trouvé une opportunité pour s'en sortir. Au lieu de 5 ans, il fait 7 ans. Donc, c'est une promesse électorale qui n'engage que ceux qui y croient. Moi, je n'y crois pas. Vous ne croyez pas Moi, je n'y crois pas et je ne croirai pas jusqu'au 5 avril 2021. Est-ce que ça signifie, pour être plus clair, est-ce que vous pensez qu'au-delà même de ce qu'il propose comme réforme, lui-même, il a promis qu'il ferait un mandat unique, vous n'y croyez pas non plus? Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Je vous ai déjà donné l'exemple du Sénégal. Voyez-vous le débat au Bénin sur la révision de la Constitution, qu'on a pensé donner l'opportunité de faire un 3e mandat. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux où ce sont les mêmes qui aujourd'hui croient en cela, qui peuvent désormais demander au chef de l'État, eu égard à sa réussite à la tête de l'État, de faire un 2e mandat. Donc, il peut être sous contrainte. Et dans cette contrainte, il peut changer d'avis. Très bien.
Et au-delà de ça, il faut faire remarquer aussi que lorsque vous prenez les décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle, surtout la décision de 2014, qui dit que la révision de la Constitution faite par le pouvoir constituant dérivé ne crée pas une nouvelle république, mais celle qui est faite par le pouvoir constituant originaire crée une nouvelle république. Nous pouvons tomber dans ce piège s'il arrivait que le président Talon choisisse la voie de la révision de la Constitution par référendum. Nous pouvons tomber dans ce piège. Donc, nous devons faire très attention. Très bien. On va poursuivre. Vous semblez dire, et vous l'avez dit, hein, que c'était un projet cohérent. Donc, vous, contrairement à ce que viennent de dire les prédécesseurs, vos prédécesseurs, le mandat unique, c'est réaliste, c'est faisable. Il va faire un mandat unique. Vous y croyez? Alors, moi, je vais faire la prudence de ne pas aller dans les jugements de valeur ou bien dans les présomptions sur les velléités réelles de la personne ou non. Je vais plutôt aller sur le côté pragmatique du mandat unique. Un mandat unique, est-ce que dans notre système culturel, dans notre sociologie électorale et politique, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est positif? Alors, je veux bien croire en la bonne foi de M. Patrice Talon, mais je m'inscris plutôt dans le cadre de la disposition textuelle en elle-même. Une constitution, si on prend le cas de la constitution sous l'empire de laquelle nous sommes actuellement, elle dispose pour l'avenir. La constitution ne va pas se limiter seulement au mandat si elle est effectuée dans le cadre de ce quinquennat. La constitution ne vaudra pas seulement pour ce quinquennat. Elle va aussi disposer pour l'avenir. Alors, si M. Patrice Talon s'engage à faire 5 ans et qu'il estime que lui, en 5 ans, il Oui, je veux dire, s'il révise la Constitution, oui, je suppose que la nouvelle Constitution ne lui sera pas applicable et qu'il va s'en tenir à son mandat unique actuel. Alors, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, un nouveau président d'estimer qu'en 5 ans, il n'a que 5 ans à faire, ou la durée de tout, ou la durée légale du mandat au constitutionnel, du mandat issu de la nouvelle Constitution. Qu'est-ce qui empêche un président élu d'estimer qu'il n'a plus rien à devoir au peuple et qu'il peut faire ce qu'il veut pendant le quinquennat lui-même? Je vous renvoie une autre question par rapport à la vôtre. Qu'est-ce qu'on a trouvé, je ne sais pas, d'anormal par rapport au mandat, enfin aux 2 mandats? Personnellement, Nouroudine Saka-Saleh ne trouve rien d'anormal à 2 mandats. Mais un mandat unique, admettons que le mandat soit de 7 années. 7 années, ça peut être très long. Ça peut être très long, surtout quand on voit la gouvernance des 10 dernières années. 7 années, ça peut paraître une éternité. Moi, je serais beaucoup plus pour un mandat renouvelable d'une durée plus ou moins normale et conventionnelle. Mais je reviens encore à la question en me disant, qu'est-ce qui, en cas de mauvaise foi d'un président élu, l'empêche de ne rien faire de concret pendant son mandat s'il le sait unique, s'il sait qu'il n'aura pas le challenge de revenir pour un 2e mandat? Qu'est-ce qui peut l'amener réellement à se comporter en vrai patriote? Je trouve qu'il y a un petit piège dans la question du mandat unique si on a un président qui a de mauvaise foi et qui n'est là que pour ses intérêts propres. Donc, un mandat unique, si nous avons quelqu'un de bonne foi comme M. Patrice Talon, je souscris. Mais la Constitution disposant pour l'avenir, pour le futur, il faut que nous arrivions à nous prévenir de certaines situations un peu plus vicieuses où le président peut s'estimer ne rien avoir à devoir à un peuple qu'il a élu pendant 5 ans. Très bien. On va suivre le cheminement proposé par le projet de société de monsieur Talon. Il a parlé de la réforme de la Cour constitutionnelle. Mais avant de parler justement de ce qu'il propose au niveau de la Cour constitutionnelle... Je n'ai pas réagi sur le mandat. Bon, vous voulez réagir sur le mandat. C'est très important. Absolument, allez-y. Non, moi, 2 petites choses en droit. D'abord, moi, je crois le président Patrice Talon quand il dit qu'il va faire un seul mandat. Pour une raison simple. C'est que... Ça, vous y croyez, parce que lui, il n'y croit pas. Moi, je vais vous dire pourquoi j'y crois. D'accord. Je vais vous dire pourquoi j'y crois. J'y crois parce que, d'abord, il n'a pas besoin de réviser pour ne faire qu'un mandat. Oui, il suffit qu'il ne se présente pas, qu'on révise ou pas la Constitution. Deuxièmement, je pense que
le rejet du système finissant a été si fort, l'attente a été si forte, qu'une promesse aussi forte faite pendant la campagne de 2016, si jamais il ne respectait pas sa parole et se représentait devant ce peuple, ben, il faut qu'il s'attende à ce que le peuple réagisse durement, aussi durement, contre celui qui l'a fait, le système qui l'a fait partie. Donc, moi, je pense que rien que pour ça, nous avons maintenant affaire à un peuple qui est devenu très exigeant, un peuple zappeur, un peuple qui est en mesure de sanctionner durement, un peuple en colère mais silencieux. Cela dit, en droit, le mandat unique, la révision visant à instaurer le mandat unique, va rencontrer une importante difficulté. Elle est de l'ordre du droit positif béninois. C'est quoi la difficulté? Parce que le droit positif béninois, ce n'est pas que ce qui est écrit dans la Constitution, c'est aussi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a tellement verrouillé la révision de la Constitution, et parfois on a l'impression... Tout le monde dit que la Constitution a prévu elle-même les mécanismes de sa révision. Oui, oui, mais ça n'a pas suffi. La Cour en a ajouté, en a surajouté. Je vous donne l'exemple le plus important. C'est que dans sa jurisprudence option fondamentale de la conférence nationale, la Cour a émis certaines idées du droit qu'on ne retrouve pas dans la Constitution, mais qui relèvent de l'esprit de la Constitution de 1990 et qui trouve son origine dans la conférence nationale. La Cour dit il y a des clauses de la Constitution qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Ne peuvent pas faire l'objet de révision. Et parmi ces clauses, il y a la durée du mandat et il y a le caractère renouvelable une seule fois du mandat. Donc, pour rester dans la proposition faite par le candidat talon. Donc, ces deux-là, c'est une jurisprudence de la Cour. Si c'était un test de la Constitution, on aurait pu réviser. Mais tant que la Cour n'a pas remis en cause cette jurisprudence, il est impossible aujourd'hui, en droit, de proposer une réforme qui vise à remettre en cause le caractère non renouvelable du mandat présidentiel. Oui, pour résumer, ça signifie que le mandat unique, au regard de ce que vous dites, ce n'est pas possible, c'est ça? En l'état actuel du droit positif, ce n'est pas possible. Si je peux me permettre... Oui, très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est basée sur un texte, la Constitution. Une jurisprudence ne vaut que jusqu'à revirement. Si nous partons sur le principe qu'il y aura une nouvelle Constitution... Non. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, il y a une nouvelle Constitution. Non, si nous partons sur la base qu'il y aura un nouveau texte constitutionnel. Non, non plus. C'est le même texte qui sera révisé, ce n'est pas un nouveau texte. Non, si nous allons sur le principe qu'il y aura une révision de la Constitution, voilà. La révision de la Constitution, si on touche aux critères du mandat ou à la durée du mandat, est-ce que la révision peut, en fonction de la jurisprudence, comme vous avez dit, le droit positif, est-ce que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est une norme supérieure à la Constitution en elle-même? C'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est vraiment un combat de juristes. Je ne sais pas si les téléspectateurs nous suivent, mais on va avancer. Puisque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle se base sur le texte de la Constitution. Alors, est-ce qu'il faut s'enfermer dans l'interprétation qu'en ont fait les juristes de la Cour constitutionnelle pour se limiter dans la possibilité de la révision du texte en lui-même? C'est une question qu'il faut qu'on pose et je pense qu'on aura pas assez de temps. Elle est ouverte. Oui, on va avancer puisque... Vous vouliez réagir par rapport à ça, mais très rapidement. Je pense que sur la supraconstitutionnalité, je vais parler de la supraconstitutionnalité au Bénin, ça existe. C'est dégagé par la Cour constitutionnelle. Donc, comme le professeur Salami l'a dit, s'il n'y a pas un revirement jurisprudentiel, il sera difficile d'engager une réforme de la Constitution dans ce sens-là. C'est là la difficulté aujourd'hui pour le faire. Et puis au-delà de cette difficulté, vous avez aussi le consensus national. Absolument. Vous avez le consensus national que la Cour constitutionnelle a dégagé comme principe. Mais question que j'ai posée à des débats antérieurs, justement, parce que vous en parlez, il y a l'Assemblée, il y a le référendum éventuellement. Vous pensez que tous ces schémas c'est pas possible de le faire même à l'Assemblée ou par référendum? Oui, justement, c'est ça le problème. En fait, la Cour constitutionnelle
dans son œuvre de protection de la Constitution, Si dans le un, président a dans la un majorité environnement, au Parlement. non, dans un environnement où on avait peur Oui. qu'on révise à tout va, qu'il y ait un troisième mandat, tout oui, ça, oui, il y avait la Cour a verrouillé, au fur et à mesure, a verrouillé. C'est-à-dire qu'en posant deux grosses balises, la balise du consensus national, c'est-à-dire pour réviser la Constitution, il faut respecter le consensus national, mais la Cour a pris soin de ne pas définir ce qu'on n'entend pas consensus national. J'allais poser la question. C'est quoi le consensus? Est-ce qu'il faut que Monsieur le Président Talon maintenant convoque une espèce de conférence nationale pour faire ces réformes? Qu'est-ce qui va se passer alors? Non, je pense Si on que s'enferme dans les textes et que le président a son ambition, qu'est-ce qu'il fait? Non, l'idée c'est que quand la Cour parle de consensus, l'idée c'est qu'il n'y ait pas une révision en catimini faite par un seul groupe, c'est qu'il y ait une certaine adhésion de la classe politique, du corps électoral, etc., pour que ça ne soit pas une révision faite à la va-vite, et surtout pas à la va-vite et en catimini. Tout ça, la Cour avait fait ça pour protéger un environnement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand la menace supposée est rejetée, il n'est pas exclu que l'environnement soit beaucoup plus propice pour ce genre de révision. Mais ce que je dis, c'est que on ne peut pas proposer des révisions qui ne tiennent pas compte de notre environnement juridique. Il faut le connaître et l'intégrer pour avancer. Très bien. Regardons la suite, puisqu'il parle de modifier la structure de la Cour constitutionnelle, qui aura une durée et puis un mandat, un mode de désignation différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit par exemple que ce ne sera plus le président de la République qui désigne, je crois, un certain nombre de sages, comme on le dit. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je pense que la Cour constitutionnelle est une trouvaille très intéressante. Parce qu'il dit que les membres de la Cour proviendront du corps des magistrats, du corps des professeurs de droit, du corps des avocats, du collège des anciens présidents de la République, du collège des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Oui, je pense que d'abord je dois dire que la Cour constitutionnelle, notre Cour constitutionnelle relève d'un paradoxe, c'est que nous la critiquons beaucoup au Bénin, mais elle est adulée à l'étranger. Et je dis, mais elle est faite pour les Béninois. Oui, non, c'est un degré d'exigence qu'ont les Béninois. C'est un degré d'exigence qu'ont les Béninois vis-à-vis de leur Cour constitutionnelle, et ils ont raison. Mais je dois dire que donc la Cour constitutionnelle, elle a quand même joué un rôle de régulateur de l'activité des pouvoirs publics qui nous a sauvés de beaucoup de situations. Et beaucoup de pays nous envient. Alors, elle a beaucoup de qualités. Je pense qu'ici, ce qui est vu et mis en évidence, c'est aussi l'un de ses défauts. C'est-à-dire, il est dit, permettez-moi de lire un passage, il faut modifier la structure ainsi que la durée, le mode de désignation de ses membres, de manière à assurer son indépendance vis-à-vis des institutions dont elle est chargée de contrôler les actes. En fait, ce qu'il faut mettre en évidence ici, c'est le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Effectivement, on peut penser que ça pose problème. Il dit que le président de la République et l'Assemblée n'auront plus à désigner les Oui, je sais pourquoi il dit ça. Il faut expliquer le dit diagnostic. Il faut expliquer parce que le bureau de l'Assemblée nationale nomme 4 membres. Le président de la République nomme 3 membres. Ça fait 7. Lorsque la Constitution a été rédigée et pensée en 90, avec le mode de scrutin qui permet l'émiettement des voix, on n'avait pas imaginé qu'il pourrait y avoir concordance de majorité entre le bureau de l'Assemblée nationale et la présidente de la République. De sorte que, quand il y a cette concordance, les 7 sont de la même obédience, si j'ose dire. De sorte que les membres de la Cour se réunissent d'ailleurs pour désigner le président de la Cour constitutionnelle, mais en réalité, ce membre-là est doigté par le président de la République. C'est une élection qui peut être téléguidée par le président de la République. Donc c'est ça qui amène le candidat Talon à penser de contrôle de la Cour constitutionnelle. Donc de votre point de vue, c'est une proposition judicieuse. Ah oui, c'est une proposition judicieuse qui peut être affinée, à mon avis. Parce que ce qu'il propose ici, ça peut se retourner contre nous.
Parce que moi, je suis pour que le corps des magistrats puisse élire son représentant, le corps des avocats, des professeurs. Mais là où ça se complique, c'est d'envoyer aussi les anciens présidents de la République. C'est d'envoyer le collège des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ça va donner l'impression d'une maison de retraite politique. C'est-à-dire, ça va donner l'impression que c'est une chambre politique. Alors qu'on a voulu en faire de plus en plus une chambre technique où on y fait du contrôle de consularité. Je pense que là, il y a un raisonnement affiné, à moins de considérer que dans la catégorie des membres de la Cour constitutionnelle, on puisse envoyer dans la catégorie des personnalités de grande réputation professionnelle, les anciens présidents ou de la République ou de l'Assemblée nationale. À cette condition, ça peut être une très bonne proposition. Oui, même votre analyse, je n'ai pas le même avis que vous. Quand on prend le corps des magistrats, le corps des professeurs de droit, le corps des avocats, le collège, je ne viens même pas au collège des présidents, mais tous ceux que je viens de citer, avocats, magistrats, qu'est-ce qui me dit qu'ils n'ont pas de chapelle politique? Moi, je pense que le modèle... J'ai vu des professeurs, pas des juristes, mais j'ai vu des professeurs de lettres faire campagne pour des candidats. Donc, même ceux qu'on appelle les professeurs de droit, les professeurs des magistrats, ils peuvent avoir des chapelles politiques. Oui, on est tous des citoyens, on a des affinités politiques. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que le modèle... On est sur le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Je pense que le modèle dans lequel la Cour constitutionnelle fonctionne aujourd'hui n'est pas mauvais, pour ma part. Parce que quand on fait le bilan de ce qui est fait par la Cour constitutionnelle depuis son installation en 1993, je crois, oui. En 1993, quand on fait le bilan, il n'est pas mauvais. La Cour fait de plus en plus des efforts pour gagner la confiance des citoyens béninois, surtout en ce qui concerne cette période sensible qui est la période électorale. Maintenant, on peut revoir le mode de désignation de ces représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que tel que c'est fait actuellement, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui le fait, la conférence des présidents. On peut envoyer ça à la plénière. Au lieu que ce soit le bureau de l'Assemblée nationale qui procède à la désignation, on peut envoyer ça à la plénière. Tous les députés réunis en discutent et désignent leurs représentants à la Cour constitutionnelle. Je pense qu'à ce niveau, ça peut être beaucoup plus démocratique. Mais s'il faut demander aux magistrats de désigner eux-mêmes leurs représentants, aux avocats de désigner eux-mêmes leurs représentants, aux professeurs d'université de désigner leurs représentants, il faut une campagne. Au niveau de chaque corps, il faut une campagne, il faut une élection. Et pendant cette campagne, il peut y avoir un investissement. Donc celui au profit de qui le président de la Cour constitutionnelle va être désigné peut financer l'investissement de cette campagne. Donc ça n'apporte pas toujours de solution. Je pense beaucoup plus qu'il faut mettre l'accent sur l'intégrité et la moralité de ceux qui sont désignés à la Cour constitutionnelle. Et quand on fait le bilan, on se rend compte que l'Assemblée nationale ne s'est pas encore trompée, ni le président de la République. Donc, nous pouvons continuer l'expérience telle qu'elle est actuellement. C'est ce que vous proposez. C'est ce que moi je propose. On laisse la Cour constitutionnelle telle qu'elle est, aujourd'hui. et quitte à ce qu'elle fasse l'effort de gagner de plus en plus la confiance des Béninois. Les téléspectateurs nous regardent, je suppose le président peut-être aussi, s'il est au Bénin, je parle du président Talon. Et même s'il n'est pas au Bénin. Concrètement, quand j'écoute les uns et les autres, je me dis, est-ce qu'il y aura un débat ou est-ce qu'il va à ces réformes telles que proposées dans ce document? Parce que ça prête encore à commentaires, à échanges, et il y a des idées qui pourraient être balayées. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, la configuration proposée par M. Talon, la structuration de la Cour constitutionnelle telle que proposée, ancien président de l'Assemblée, ancien président de la République. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une large coalition. Donc le débat se fait déjà en interne. Donc ce ne sont pas des mesures qui sont imposées
aux autres membres Mais est-ce que ça de la suffira coalition. au niveau de Non, de la c'était pour vous coalition, rassurer le déjà. reste de la classe politique? Oui, c'était pour vous rassurer déjà qu'en D'accord. interne, les débats ont déjà commencé. D'accord. Parce qu'au niveau de la coalition ABT, nous avions déjà commencé à réfléchir sur les questions et nous avions trouvé seulement que il y avait quand même une petite exorbitance dans les pouvoirs de nomination du président de la République en particulier, qui à lui seul nommait 3 des membres de la Cour constitutionnelle et par ricochet pourrait influer sur la nomination des 4 autres membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée. Donc nous étions plutôt partis sur une désignation à minima par le président de la République. De 3, À minima, ça veut dire quoi? de 3, on passerait à un nombre inférieur. À 3, Il reste que 2 et 1, nombre inférieur. oui, oui. Il n'y en a Donc, pas beaucoup. c'est à discuter aussi, c'est à discuter. Et que plutôt que ce soit le seul bureau de l'Assemblée dont la coloration politique peut être identique à celle de l'exécutif, que ce soit plutôt, comme l'a dit M. Kitty, Monsieur Kitty, ouais. nous, on avait plutôt élaboré une possibilité que ce soit la conférence des présidents, c'est-à-dire que la configuration politique de l'Assemblée nationale, qui est constituée par les groupes parlementaires, les présidents des commissions techniques, les membres du bureau de l'Assemblée, qui constituent au niveau du Parlement la conférence des présidents. Mais c'est sans compter les triangulaires et les déplacements au niveau de la configuration de l'Assemblée nationale. Nous avons des Oui. géométries variables. Oui, on parle d'une situation à un instant T donné. Ok. Donc, avec les réformes que nous avions imaginées, on ne pourrait pas, pendant ce processus de désignation, observer tout ce qu'il y a comme triangulaire et autres. Donc, on partait plus sur la désignation, non pas par la plénière, parce que ça appellerait un vote à l'Assemblée nationale, on partait plutôt sur la base de la conférence des présidents. En l'état actuel de notre Assemblée nationale, je pense que la conférence des présidents regroupe entre 7 plus 5 commissions techniques, plus les présidents de groupes parlementaires. Voilà. Donc, on a un échantillon beaucoup plus large et beaucoup plus élargi que le seul bureau de l'Assemblée nationale, qui peut avoir la même coloration, ou tout au moins à majorité la coloration politique du gouvernement, et qui amènerait plutôt à soupçonner qu'il y a une connivence entre le président de la République et même des fois une télécommande du président de la République sur le bureau de l'Assemblée pour désigner dans le même sens. Donc, Oui, vous voulez réagir? Oui, par rapport à ça, je pense que lorsqu'on propose une réforme, il faut toujours demander pourquoi les gens proposent la réforme. Il me semble qu'ici, si les gens proposent plus d'élections, c'est pour avoir plus de démocratie et donc pour éviter la politisation. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a des gens il y a des pays qui ont déjà pratiqué cela et qui ont des résultats moindres ou encore plus mauvais que ce que nous avons. Parce que nous, on a de très bons résultats en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité au Bénin, et c'est l'une des cours les plus actives au monde. Pour vous prendre au mot, quand on prend uniquement l'espace francophone, peut-être ouest-africain, comment fonctionnent les cours constitutionnels? Est-ce que c'est le schéma que nous avons ou c'est celui que propose M. Talon? Il y a plusieurs schémas. Il n'y a pas de... Mais ce que je veux dire, c'est que dans les systèmes même où on procède à l'élection, que ce soit dans le corps des avocats, des magistrats et tout ça, ça ne garantit pas du tout la non-politisation, d'une part. Je viens de dire que les magistrats... D'accord. Oui, les magistrats peuvent être... Ensuite, ça ne garantit pas non plus la qualité des personnes envoyées. Parce que l'élection, on peut décider de ne pas élire le plus compétent à un poste. On peut dire On que peut c'est dire le plus non, ancien. le plus ancien, ou celui-là, il est plus gentil, il est plus ceci. Et puis ça peut passer, ça peut avoir des considérations totalement en dehors de ce qu'on appelle la technique juridique. Donc, c'est une solution, mais la solution qui est proposée ne semble pas vraiment correspondre aux réalités béninoises. Je vais ajouter, très rapidement, parce qu'on va passer rapidement, je pense qu'il y a aussi une possibilité à ce niveau, en ce qui concerne les 3 qui sont désignés par le président de la République, comme ça se fait aux États-Unis. Quand il désigne, ça va au niveau du Sénat, qui valide. Moi, je pense qu'à ce niveau, le chef de l'État... Ce serait un affaiblissement du chef de l'État. Non, ce n'est pas un affaiblissement. C'est-à-dire que lorsqu'il désigne ces 3, ça peut passer au niveau de l'Assemblée nationale. Qui a déjà désigné 4. Qui a déjà désigné? Qu'est-ce que l'Assemblée... Ça fait que l'Assemblée se prononcerait sur les prérogatives du président de la République. Non, pas sur les prérogatives. Sur les personnes qui sont désignées
désigné après un certain nombre, un travail préalable qu'une commission. Je pense que ça aurait appellerait, c'est un peu le contre-saint. Très bien. On va avancer. il y avait un contre-saint de l'Assemblée. On va continuer à décrypter les propositions au niveau de la Cour suprême. Il propose que le président de la Cour suprême ne soit plus désigné aussi par le président de la République, mais élu par ses pairs. C'est ça le meilleur schéma? À ce niveau, au niveau de la coalition ABT, nous avions envisagé... Parce que les mêmes questions que nous venons de nous poser valent pour la Cour suprême aussi. Est-ce que ce serait le plus compétent, forcément, parce qu'il est désigné par ses pairs? On n'a pas de réponse. Nous étions partis sur le principe de la présomption de compétence de chacun des acteurs. On n'a pas remis en cause la qualité intrinsèque et la valeur intrinsèque de ces personnes. C'est seulement le mode de désignation. Mais s'inscrivant dans une politique de séparation des pouvoirs, on s'est posé la question de l'indépendance à l'égard de notre culture, au regard de notre culture politique et de notre fonctionnement, de l'indépendance d'un président de la Cour suprême nommé par le président de la République. Sans vouloir préjuger de la capacité ou de la faiblesse du président de la Cour suprême, on s'est posé la question de son indépendance réelle, si nommé par le président de la République et si en mesure d'être renouvelé dans son mandat par le même président de la Cour de la République. Donc, ce que nous avions apporté comme solution, c'est un peu un contre-saint d'une autre institution de l'État. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt que ce soit la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême serait proposé par le président de la République, mais l'Assemblée nationale viendrait apporter son blanc-seing ou son rejet par rapport à cette proposition. C'est une solution qui est envisagée et qui est analysée aussi, qui est analysée pour voir, histoire que la légitimité du président de la Cour suprême et donc sa capacité de redevabilité ne soit pas seulement exclusive au président de la République ou qui ne tienne pas sa légitimité du seul président de la République. Parce que les deux institutions dont les titulaires sont désignés par le suffrage universel sont le président de la République et les membres de l'Assemblée nationale. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait un savant dosage de la décision du président de la République dans le cas de la nomination du président de la Cour suprême, mais qu'il fallait y apporter l'onction parlementaire par un vote au niveau de l'Assemblée nationale. Puisqu'on est au niveau de la Cour suprême, parlons en même temps de la justice de façon globale avant de parler de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Est-ce que finalement on ne rend pas le président de la Cour suprême, parce que vous avez évoqué le terme équilibre des pouvoirs, est-ce que finalement ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui devient plus fort que le pouvoir exécutif au regard de ce que je vois? J'ai des juristes ici et j'ai l'impression... Non, vous avez raison de poser la question, en tout cas, dans la configuration actuelle des institutions de la République. Les propositions qui sont faites, c'est que le président de la Cour suprême soit élu par ses pairs et ça va plus loin. C'est que ce président de la Cour suprême serait le président du Conseil supérieur de la magistrature. Justement. On va avoir un super magistrat. Voilà. Un super magistrat qui serait élu par ses pairs, qui aurait une légitimité très forte. Et moi, ça me pose un problème. Je vais vous dire pourquoi. L'idée en soi n'est pas mauvaise. C'est l'idée d'empêcher un pouvoir judiciaire d'être contrôlé par le pouvoir exécutif. Mais je dois dire que même dans des démocraties évoluées, entre guillemets, le chef de l'État a son mot à dire dans la désignation des hauts magistrats. Donc ce n'est pas au Bénin que ça a été inventé. Mais je vais plus loin. Je dis que quand on regarde la Constitution béninoise, il ne faut pas s'en tenir seulement à certains mots. La Constitution béninoise parle de pouvoir judiciaire. La Constitution parle de pouvoir judiciaire, mais en réalité, la Constitution ne crée pas les conditions pour qu'on ait un pouvoir judiciaire. La Constitution a donné une coquille au pouvoir judiciaire, mais à l'intérieur, c'est, on pourrait dire, une autorité judiciaire, en réalité. Parce que vous avez un système dans lequel le parquet est contrôlé par le pouvoir exécutif, le garde des Sceaux, donc le chef de l'État. Il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'à ce que nous avons aujourd'hui. Alors, dans ce système qui n'est pas réformé en profondeur, pour faire correspondre l'organe à la matière, relever seulement la réforme qui consiste à dire, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ce qui va avec n'est pas suffisant.
relever seulement que le président de la Cour suprême soit nommé, soit élu par ses pairs, qui devienne ipso facto président du Conseil supérieur de la magistrature, ça pose un problème d'adéquation avec l'ensemble de nos institutions, notamment du pouvoir judiciaire. Donc si on veut aller plus loin, si on veut faire cette réforme-là, il faut aller plus loin, en faisant en sorte qu'on ait un vrai pouvoir judiciaire, c'est-à-dire un pouvoir qui puisse permettre de poursuivre et de juger des hommes qui sont protégés par un système politique. On n'a pas encore ça. Et donc, ça pose un véritable problème. Je pense que c'est un raisonnement d'ensemble qu'il faut avoir par rapport au pouvoir judiciaire et non pas des réformes. Vous avez le même avis, Oui, c'est ça? moi, je Très- pense très qu'il rapidement, faut est-ce que éviter, il faut éviter de rendre la justice la plus... personnification des réformes. Ça signifie quoi? Bon, dans cette réforme, moi, je vois beaucoup plus le président Patrice Talon dans ces déboires dans l'affaire dite empoisonnement. Moi, je le vois beaucoup plus dans cette les dans cette propositions qu'il réforme. fait Oui, oui, sont oui. influencées Oui, c'est par... ce que cette proposition, à mon avis, le fameux traumatisme. C'est la psychanalyse à mon avis, oui, à Un peu mon plus de la avis, psychanalyse que du droit. a été inspiré par cette difficulté qu'il a eue au niveau de ses juridictions C'est ça. dans cette affaire dite de tentative d'empoisonnement. Mais est-ce qu'il fait mal de dire je veux rendre la justice indépendante et plus forte, justement? Oui, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord voir quelle est l'influence du président de la Cour suprême sur les magistrats de la Cour suprême. Il faut voir quelle est son influence sur ces magistrats-là. Quelle est l'influence du président de la Cour suprême sur les décisions qui sont rendues au niveau de la Cour suprême avant de proposer cette réforme-là. Très bien, on va rapidement... Est-ce que c'est une influence supposée ou une influence réelle? Réel. Très bien. Lorsque nous n'avons pas de solution à cette question, cette réforme n'aura pas de sens. On va parler de la HAC. Vous n'êtes pas des journalistes, mais c'est bon qu'on ait votre regard sur la même proposition. Il faut que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel soit désigné par ses pairs, les journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition. Je crois que, et en plus, il faut que ce président soit membre, soit du corps des journalistes. Ou des, oui. voilà, Oui. c'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition, mais je vous repose la même question que j'ai posée par rapport aux magistrats. Même les journalistes sont des chapelles politiques. Oui, mais on peut pas, tous les Béninois sont Libres d'appartenir. Et non seulement ça, ils sont très férus de la chose politique. Tous les Béninois font de la politique. Donc, si vous voulez trouver un Béninois qui n'est pas engagé politiquement, vous n'en trouverez pas. Il faudrait aller sur la planète Mars. Non, c'est une bonne proposition. Ça peut permettre la respiration de cette institution. Mais je dis, là encore, l'environnement va déterminer énormément de choses. C'est la HAC que nous critiquons, qui nous a quand même donné le débat entre les deux candidats au second tour. Bon, maintenant, oui, c'est quand même une belle chose. Maintenant, je pense que l'environnement institutionnel peut évoluer et je pense qu'il faut, de façon générale, je dis c'est une bonne proposition. Il y a l'autre bonne proposition aussi en ce qui concerne la Cour des comptes. C'est-à-dire que supprimer la Chambre administrative des comptes au niveau de la Cour suprême fait une véritable Cour des comptes. C'est devenu une nécessité aujourd'hui. C'était même une exigence, même des FCBE qui disaient qu'il faut réviser la Constitution avant les législatives. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, moi, je pense que de façon générale, il y a ce qui relève du structurel, il y a ce qui relève du conjoncturel. Il faut enlever ce qui relève du conjoncturel pour se focaliser sur ce qui relève du structurel et peut avoir des réformes acceptables. Très bien. Il y a peu de temps, on ne va pas oublier la réforme qu'il annonce, les réformes qu'il annonce au niveau de l'administration, le retour peut-être du mérite dépolitisation de l'administration. Par quoi passe justement cette dépolitisation de l'administration que tout le monde dénonce aujourd'hui? Très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Alors, avant cette question, oui, mais je voudrais parler de la HAC d'abord. Oui, d'accord. Au niveau de la HAC, ce n'est que noblesse et justice ramenées dans la maison des médias, c'est-à-dire que ce soit quand même un des corps du métier qui, et avant d'arriver à cette réforme par rapport à la HAC, nous avons souhaité qu'il y ait un véritable droit à l'information. Oui. C'est-à-dire que les titulaires du métier de journaliste et certains corps
notamment énumérées par une loi, soit en mesure d'exiger un droit d'accès à certaines informations pour limiter ce qu'est diffamation, fausses informations, rumeurs colportées et les sanctions judiciaires qui suivent. Pour ce qui est du cas de la dépolitisation de l'administration, c'est un travail de très longue haleine. C'est un travail de très longue haleine et dont la responsabilité ne peut pas être portée que sur le politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, comme l'a dit le professeur Salami, chacun a son obédience politique. Chacun a sa liberté de conscience, ce qu'on appelle la liberté de conscience, ce qui fait qu'on a le droit d'adhérer à une pensée politique ou une autre. La seule chose qu'on peut demander dans le cas de la dépolitisation de l'administration, ce sont les empêchements d'affichage ostentatoire d'une appartenance politique. Par exemple, comme on l'a vécu là assez récemment, les marches de soutien, de remerciement, quand on nomme un cadre donné à une fonction donnée, l'ethnicisation de certaines fonctions, la communautarisation de certaines fonctions, ce sont tous ces actes qui contribuent à la politisation de l'administration. Sinon, je pense que de ma petite expérience, malgré mes cheveux blancs que j'ai sur la tête, je ne connais aucun cadre qui n'avait pas un choix politique donné. Et le président Talon dit qu'il faut tout faire pour éviter ce qu'il appelait la déification du chef le culte de la personnalité. Ça revient absolument à ce que je suis en train de dire. Ce sont les actes de ces gens nommés à certaines fonctions qui font qu'on déduit qu'il y a une politisation. Parce que quand un haut gradé de l'armée est nommé et qu'il va fêter cette nomination, remercier l'auteur de la nomination, ça pose forcément un problème, non seulement d'éthique, mais aussi de politisation accrue. Une dernière question, et ce sera le dernier tour de table, à commencer par M. Nouroudine. Quelles sont les chances que ces réformes annoncées par le chef de l'État soient mises en œuvre? Alors, c'est la dernière question à laquelle il faut répondre très rapidement. Chance, mais je dirais plutôt quels sont les impératifs pour que ces réformes-là soient mises en œuvre. Ce sont des impératifs parce que nous sommes arrivés à un tournant obligatoire du toilettage de notre Constitution. Elle n'est plus adaptée à ce que nous connaissons. Un exemple très simple. La Constitution aujourd'hui, la Haute Cour de justice conditionne les actes de poursuite dans le cadre de certaines fonctions de l'État, ministre, député de l'Assemblée nationale, conditionne les actes de poursuite à une onction politique préalable. Il faut que désormais, les actes de poursuite, oui, on peut scinder les actes de poursuite de ceux de jugement. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un homme politique pour mener des actes d'enquête et de poursuite, quitte à différer le jugement et le déférer à la Haute Cour de justice. Donc, il y a manifestement des impératifs de toiletter la Constitution. Je prends un autre cas, les collectivités territoriales qui sont entrées dans notre vie de tous les jours. Il faut qu'elles soient maintenant clairement constitutionnalisées. Il faut un pan de la Constitution qui parle clairement du transfert de compétences des communes, du transfert de certaines aptitudes. D'accord, on va conclure pour ne pas refaire le débat. Votre conclusion, j'ai dit quelles sont les chances que ces propositions soient... Non, c'est un travail qui sera politique. D'accord. Comme ça a été dit, la Constitution et la Cour constitutionnelle ont enserré la possibilité de la révision par le préalable d'un consensus national. Le consensus national, j'ose croire, j'ai la faiblesse de croire que ce sera le consensus au niveau des représentants de la nation, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée nationale. Très bien, monsieur Kitty. Donc, oui, très rapidement, parce qu'on va nous couper. Je voudrais vous dire que la dépolitisation de l'administration est un mythe. Parce que ce qui légitime l'action des hommes politiques, c'est la politisation de l'administration. S'il n'y a pas la politisation de l'administration, les partis politiques n'auront plus leur raison d'être. Très bien. Est-ce que les réformes annoncées par M. Patrice Talon ont des chances d'être mises en œuvre dans les 5 ans? Les chances pour le moment sont minces. Les chances pour le moment sont minces. Et bien avant. Les chances pour le moment sont minces parce que, regardez les articles 154 et 155 de la Constitution. Pour faire les réformes constitutionnelles, doit passer par l'Assemblée nationale. Il faut une majorité requise. Actuellement, il doit travailler d'abord pour avoir cette majorité. Mais dans les conditions dans lesquelles il vient de gagner les élections, il est difficile de dire maintenant qu'il réussira à avoir cette majorité-là. Donc, les chances de réussite sont minces. dépendent. Les chances dépendent de sa capacité
à mobiliser les différentes tendances qui se trouvent à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Est-ce que ces mesures, ces propositions peuvent être mises en œuvre dans les 5 prochaines années? Lui me dit bien avant. Il faut qu'elle soit assez rapide. Professeur, c'est vous qui avez Dans 5 ans, ce n'est plus une C'est vous réforme. qui avez Oui, merci. Oui, c'est possible. J'ai dit tant. C'est possible. Il faut voir, comme il a dit, la capacité de mobilisation du président Talon. Il peut y arriver, mais il faut s'entendre sur ce qui est vraiment nécessaire, strictement nécessaire. Et dans ce qui est strictement nécessaire, on a la constitutionnalisation de la Sénat, on a la constitutionnalisation de la Cour des comptes, il y a l'imprescriptibilité des crimes économiques. Il y a un certain nombre de réformes qui n'auront pas de difficulté à passer. Il ne faut surtout pas vouloir faire une révision générale de la Constitution. Je pense qu'il faut choisir quelques morceaux sur lesquels la classe politique, les citoyens peuvent s'entendre rapidement pour que cette Constitution soit finalement touchée, mais de la façon la plus heureuse, sans inquiéter les populations béninoises. Merci, chers invités. Réforme institutionnelle, premier test pour le nouveau départ, c'était le thème de notre émission. On n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de la question. On va poursuivre le débat. J'avais comme invité le professeur Ibrahim Salami, agrégé de droit public, avocat, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Kitty Nathanaël, juriste, politiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi également, et monsieur Nouroudine Saka Saleh, juriste, conseiller spécial du président Abdoulaye Biotchane. Merci d'avoir répondu à mon invitation, merci d'avoir rehaussé ce débat et merci aux téléspectateurs, merci également aux techniciens de l'homme qu'on ne voit pas. Bonsoir chez vous. C'était un plaisir. Conformément aux dispositions constitutionnelles et à la tradition républicaine, la passation des charges présidentielles s'articulera comme suit. 5 avril 2016 à minuit, fin du deuxième mandat du président de la République sortant, M. Boni Yahi. 6 avril 2016 à 0 heure, début du mandat du président élu, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. 8h30. Le président sortant accueille sur le perron du palais de la Marina le président entrant. Suivent une poignée de main devant les caméras et un tête-à-tête d'une quinzaine de minutes entre les deux présidents. Le président entrant raccompagne le président sortant à sa voiture. Une poignée de main devant les caméras et le président sortant quitte le palais de la présidence de la République. À son tour, le président entrant prend départ pour la cérémonie d'investiture à Porto Novo. Ce programme, qui traduit la courtoisie entre les deux présidents, est de nature à rassurer les populations et conforte la bonne santé de notre démocratie. C'est l'hiver en Californie du Nord. Nous voici en route vers le sud, au-dessus de la Lost Coast, la côte dite perdue en Californie. L'idée est de voler d'un extrême à l'autre de cet immense état de l'Ouest américain. Descendre du nord au sud pour rejoindre par les airs la frontière avec le Mexique, en longeant la côte.
national de Redwood, nous sommes chez les Indiens Yurok, les premiers habitants de ces rivages entre mer et forêts de séquoia. Comme dans le reste de la Californie, on surfe le long de la côte perdue, été comme hiver. Sauf qu'ici au nord, l'eau est souvent à moins de 10 degrés.